Nous allons voir comment le référentiel PMP traite le sujet du cadrage de projet. Nous verrons notamment deux outils qu'il faut absolument utiliser pour réussir le cadrage de projet d'après le référentiel PMP. Avant tout ça, quelques mots quand même sur le référentiel PMP. PMP pour Project Management Professionnel, c'est la certification la plus répandue et la mieux valorisée pour la gestion de projet dans le monde. C'est un peu la Rolls-Royce, c'est la référence en termes de certification de gestion de projet. Alors ce référentiel est géré par le PMI, le Project Management Institute. C'est une association dans le domaine de la gestion de projet et qui fait office d'autorité internationalement reconnue en la matière. Alors cette association, elle ne date pas d'hier, elle a été fondée en 1969 et le PMI a plusieurs branches, on appelle ça des chapitres un peu partout dans le monde. Pour l'exemple, on en a 3 en France, on a 3 chapitres en France qui représentent le PMI au niveau français. Alors le PMP, elle est la référence parce que si quelque part, elle ratisse très large en termes d'approche. Donc elle intègre les 3 approches classiques de gestion de projet, à savoir le prédictif, l'agile et l'hybride, et toutes les autres variantes de ces 3 approches classiques. Alors en plus du PMP, le PMI propose plein d'autres certifications sur différents domaines, mais toujours quand même autour de la gestion de projet, par exemple autour de la gestion des risques, des portfolios, encore des programmes. L'essentiel des bonnes pratiques recommandées par le PMP sont décrites de ce qu'on appelle le guide PMBOK. Donc on a eu plusieurs versions de ce guide PMBOK, depuis 1987. On en est aujourd'hui à la 7e version qui a été éditée en 2021. Maintenant, nous allons voir les 2 outils qui sont recommandés par le PMP pour le cadrage de projet. Alors, pour trouver ces 2 outils, nous allons regarder les 2 dernières versions du PMBOK, à savoir la version 6 qui est apparue en 2017 et la version 7 qui est apparue en 2021. Attention, si vous cherchez le mot cadrage dans ces guides, dans les guides PMBOK du PMI, vous ne trouverez pas le mot cadrage. D'ailleurs, je vous le montre. Hop. Là, je suis sur le PMBOK version 6, donc la version de 2017. Vous regardez, si je cherche le mot cadrage, il ne le trouve pas. Vous voyez, aucun résultat. Si je fais la même chose sur le PMBOK version 7, hop, un CTRL F, cadrage, et aucun résultat non plus. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que le mot cadrage n'est pas explicitement cité dans ces guides que le cadrage n'est pas traité effectivement dans le PMP. Et justement, pour chercher les activités de cadrage dans les 2 dernières versions du PMBOK, nous allons regarder ensemble une vue d'avion sur le contenu des 2 derniers guides. Cette slide, elle vous donne une vue d'ensemble du contenu du PMBOK, que ce soit la version 7 ou la version 6. Donc là, vous voyez sur la gauche de l'écran, vous avez le contenu de la version 6.
Première chose à remarquer, le contenu est scindé globalement en 3 parties. Vous avez une première partie qu'on va appeler le guide pratique. La deuxième partie, c'est la partie standard pour le management de projet. Et puis une dernière partie où vous avez des annexes, des glossaires, des index, etc. Et on va retrouver exactement la même structure dans la version 7. C'est juste que l'ordre n'est pas le même. On va retrouver la partie standard cette fois-ci en premier dans la version 7, alors qu'à gauche, elle était en deuxième position. Et on va retrouver aussi la partie pratique, le guide du corpus des connaissances au management de projet, en deuxième position, alors que sur la version 6, il était en première position. Sinon, vous avez tout le reste, les annexes, les glossaires et les index vers la fin du document. Donc, vue d'avion, la structure des deux guides se ressemble. Ok ? Maintenant, si on regarde dans le détail, on va voir quand même qu'il y a des différences. Première grosse différence entre la V6 et la V7, c'est que la partie standard dans la V6 s'appuyait sur des processus, donc sur quelque chose de prescriptif. Alors que dans la version 7, on est passé à des standards qui s'appuient sur des principes. Donc là, vous avez dans la V7 une douzaine de principes. L'accompagnement, l'équipe, les parties prenantes, les valeurs, la pensée systémique, le leadership, l'adaptation, etc. Alors que dans la version 6, c'était plutôt des processus. Et pour votre information, il y a 49 processus dans la V6. Alors attention, ce n'est pas parce que on a présenté la partie standard dans la V7 sous forme de principe que l'utilisation des processus n'est plus d'actualité. Au contraire, la V7 d'ailleurs a repris les 49 processus dans un guide pratique qu'ils ont publié à côté dans la fameuse plateforme en ligne PMI Standard Plus. C'est d'ailleurs pour ça que si vous regardez le nombre de pages entre la V6 et la V7, on est passé d'à peu près 800 pages dans la V6 à 300 pages à peu près dans la V7 parce que plein de choses pratiques, d'outils, etc., on les a sortis du guide PMBOK et on les a mis sur cette plateforme en ligne PMI Standard Plus, ce qui a permis d'alléger un peu plus et de faciliter également la lecture du guide en version 7. Autre chose importante à savoir par rapport à la structure des guides pratiques du PMBOK, c'est que la partie pratique est une façon de mettre en pratique les standards. Donc les deux parties, que ce soit dans le V6 ou dans le V7, sont très liées. Donc la partie guide pratique permet de mettre en pratique, de montrer comment on met en pratique les standards du management. Donc si je prends le V6, les standards de management basés sur les processus, on va expliquer dans la partie domaine de connaissances comment on les met en pratique. Et pareil, si je prends la V7, les standards de management avec les 12 principes, donc là c'est la partie standard, et on va expliquer le comment faire dans la partie guide du corpus des connaissances. Maintenant, si on cherche nos activités de cadrage dans les deux versions du PMBOK, eh ben on va les retrouver dans la partie pratique du V6 par exemple, dans le domaine de connaissances intégration et parties prenantes. Et bien entendu, le pendant de ça, dans la partie standard du même guide, c'est les groupes de processus initialisation et éventuellement planification, même si l'essentiel est dans le groupe de processus initialisation. Et pareil, si on cherche les activités de cadrage dans la V7, on va les retrouver dans quelques principes, notamment l'équipe, les parties prenantes et la valeur. Et on va également les retrouver dans la partie pratique, ce qu'on appelle le domaine de performance dans la version 7, les parties prenantes, les équipes et l'approche de développement. Maintenant, je vous propose de descendre d'un cran et de regarder le détail des processus, des 49 processus qui sont proposés. Donc là, sur cette slide, on va rapidement identifier les deux outils qui nous permettent de bien gérer le cadrage d'un projet d'après le référentiel PMP, à savoir
les processus du groupe initialisation. C'est cela. Vous voyez le 4.1, élaborer la charte du projet, et le 13.1, identifier les parties prenantes. L'essentiel du travail de cadrage, d'après le référentiel PMP, se fait avec les deux processus. Élaboration de la charte de projet, identifier les parties prenantes. Bien entendu, le guide PMBOK donne tous les détails nécessaires pour élaborer la charte du projet et pour bien gérer les parties prenantes. Pour le premier outil, l'élaboration de la charte de projet, et notamment le processus 4.1, élaborer la charte de projet, il faut savoir que le PMBOK donc donne tous les détails pour dérouler ce processus. Il indique notamment les données d'entrée de ce processus, les outils et les techniques à utiliser pour dérouler ce processus, et il indique également les sorties, les outputs de ce processus, notamment la fameuse charte du projet. Et justement, par rapport à la charte du projet, je vais d'abord vous indiquer le contenu classique d'une charte de projet avant de vous en montrer un exemple. Alors pour le contenu, cette charte doit, en fonction bien entendu du projet, du contexte, etc., reprendre des éléments classiques comme l'objet du projet, les objectifs du projet, les exigences plutôt de haut niveau, une description du projet là encore plutôt haut niveau, les limites, les principaux livrables, les risques globaux du projet, les risques qui sont identifiés à date. On peut également commencer à adresser des éléments d'échéancier, notamment si on a des jalons ou des deadlines qui sont déjà identifiés en phase de cadrage. On peut commencer également à lister les parties prenantes et on verra que dans le deuxième outil, on a tout ce qu'il faut pour bien gérer les parties prenantes, notamment bien les identifier dès le début du projet, dès la phase de cadrage. On va également retrouver dans cette note de cadrage les exigences d'acceptation du projet, les critères de sortie du projet, et également si on est bien avancé, normalement sur cette charte on a déjà désigné un chef de projet et également le sponsor du projet. Alors une petite mise en garde sur cet outil d'élaboration de la charte de projet. Il n'est pas rare de voir quelques chefs de projet qui confondent la description du périmètre qu'on fait dans ce processus de cadrage versus le travail sur le périmètre qu'on fait dans le domaine de connaissance périmètre, le domaine 5. Il faut savoir que la petite description du périmètre ou du projet qu'on fait dans la phase de cadrage, donc notamment dans ce processus d'élaboration de charte de projet, elle est vraiment très haut niveau. Alors que dans les processus du domaine de connaissance périmètre, là on va aller dans le détail de la définition des besoins. C'est dans ce domaine numéro 5, périmètre, qu'on va travailler sur la liste d'exigences dans le détail, sur ce qu'on appelle l'énoncé du périmètre, c'est l'équivalent de l'expression de besoin ou du cahier des charges ou encore du backlog dans le monde agile, mais c'est quand même le périmètre détaillé, alors que dans la charte de projet, on va plutôt nous restreindre à la définition du contour du périmètre global du projet. Sur cette slide, vous avez un exemple de ce que peut être une charte de projet. Donc là, on va retrouver les éléments que je vous ai cités tout à l'heure, les enjeux du projet, les conséquences à ne pas faire, les objectifs du projet, toute une partie besoin et macro-impact où on va retrouver plusieurs sous-items, la description fonctionnelle, à ne pas confondre avec la gestion du périmètre dans le référentiel PMP, des éléments de volumétrie. Il y a des projets où les éléments de volumétrie sont structurants pour les chiffrages et pour tout le déroulement du projet. Donc il faut les indiquer quand c'est nécessaire. Des éléments de coût et de gain, là on est plutôt sur des macro-études économiques, du macro-chiffrage, etc. S'il y a des adhérences avec d'autres projets, on va également les indiquer dans la charte de projet. L'identification des impacts, mais encore là, encore niveau high level. Les principaux jalons, des éléments d'échéancier dont on a déjà connaissance, notamment s'il y a des deadlines. Typiquement, si on est sur un sujet, par exemple, réglementaire, une loi va rentrer en vigueur à tel horizon, donc on va indiquer ça dans la charte du projet.
On peut également, si on est bien avancé, à commencer à dresser des éléments sur la gouvernance du projet, notamment l'équipe projet, les risques identifiés, les parties prenantes. Et voilà, tous ces éléments-là, normalement, devraient suffire pour votre management de décider d'aller plus loin ou d'arrêter le projet. Il faut se le rappeler, hein, l'objectif principal d'une charte de projet, c'est de permettre au management soit d'officialiser le début du projet, soit d'arrêter nettement les travaux sur le sujet. Donc c'est une étape très importante. Concrètement, ce genre de charte peut tenir sur une ou deux slides, et les deux slides suffisent pour passer par exemple dans une instance d'arbitrage où vous allez, vous, chef de projet, défendre votre sujet et permettre, en l'espace peut-être d'un petit quart d'heure, au top management de décider de vous autoriser à aller plus loin sur le sujet ou d'arrêter. Alors après, sur des projets un peu plus costauds, on va avoir des notes de cadrage ou des chartes projet qui vont être plutôt sur une quinzaine de pages dans un point doc par exemple. Le deuxième outil qu'on a vu pour le cadrage de projet est bien entendu la gestion des parties prenantes, d'après le référentiel PMP. D'un point de vue processus, on est sur les processus du domaine de connaissances parties prenantes. Le processus qui nous intéresse au premier plan, c'est le processus 13.1, identifier les parties prenantes. Bien entendu, ce travail sur les parties prenantes va continuer tout au long du projet. Mais en tout cas, pour la première phase de cadrage, nous, ce qui nous intéresse, c'est de bien identifier les parties prenantes et de bien capter leurs attentes, leurs enjeux, etc. Et ça peut se faire avec le processus identifier les parties prenantes. Ok. Donc, pour résumer, nous avons identifié deux outils principaux dans le référentiel PMP pour le cadrage de projet, à savoir l'élaboration de la charte projet, avec notamment le processus élaborer la charte de projet. On a vu que le PMBOK, que ce soit dans la version 6 ou la version 7, donne tous les détails pour pouvoir bien exécuter ce processus et notamment arriver à la fameuse charte de projet en output. Le deuxième outil qu'on a vu, c'est ce qu'on vient juste de rappeler, c'est le processus d'identification des parties prenantes, notamment identifier et aussi capter les enjeux et les attentes de toutes les parties prenantes pour pouvoir les embarquer efficacement dès le début du projet. Je vais finir par une mise en garde qui est valable pour tous les processus du référentiel PMP. Quand on les présente avec notamment leurs données d'entrée, les outils techniques et les outputs de ces processus, on a l'impression qu'ils sont indépendants et qu'ils peuvent se dérouler comme ça en standalone tout seul. Dans la vraie vie, c'est absolument pas le cas. Tous ces processus, notamment les 49 processus, se chevauchent, s'entremêlent, etc. C'est pour ça que du coup, si on parle de notre sujet d'aujourd'hui, le cadrage de projet, il ne faut pas le voir comme une phase vraiment figée comme ça, où on va dérouler juste les deux processus, élaborer la charte de projet et identifier les parties prenantes. Non, le cadrage de projet, il peut être beaucoup plus large que ça. Il peut également intégrer tous les travaux, par exemple, qui ont été faits en amont du projet. Typiquement, tout le travail, par exemple, que les métiers type marketing ou commerce vont faire sur ce qu'on appelle les cas d'affaires ou les use cases. Le cadrage peut également un peu déborder sur les phases suivantes du projet. On peut également en fait enrichir notre cadrage de projet quand on va arriver sur des activités comme la planification ou encore comme la définition du périmètre. Okay. Mais retenez quand même deux outils principaux qui vont nous aider pour le cadrage de projet d'après le référentiel PMP, c'est l'élaboration de la charte de projet et l'identification des parties prenantes. Donc si on pense à bien nous appuyer sur ces deux outils, ça ne peut que bien se passer.